recherchais des outils différents en termes de management pour avoir une vision un peu nouvelle, un peu différente. J'ai toujours fonctionné d'une manière, je dirais, assez naturelle. Est-ce que c'était de l'intuition? Est-ce que c'était du ressenti? J'ai été très sceptique les premières minutes. J'ai pensé que j'allais partir du cours à la pause à 10h du matin. Après, j'ai pensé que j'allais partir à midi. Finalement, j'ai décidé que peut-être je reviendrai le lendemain. Et puis, en se disant, maintenant je suis là, je participe, on s'aperçoit que c'est un outil bluffant. Alors, quel est cet outil bluffant, Lydia? Mais Olivier nous parle de l'intuition, ou la petite voix intérieure, ou le sixième sens, pour certains l'instinct, qu'il a pu tester lors d'un cours. On l'a croyé l'apanage des femmes, des artistes, et l'intuition revient actuellement en flèche dans le monde de l'entreprise et du management, mais aussi dans la vie tout court, comme un outil privilégié pour la prise de décision. Et pour en parler, notre invitée en direct de notre studio de Paris, Catherine Balance, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue spécialiste de l'intuition. Vous avez signé une 10aine de livres sur le sujet, dont le dernier intitulé « La voix de l'intuition ». Alors, on a entendu le témoignage d'Olivier. Pourquoi, a priori, est-ce qu'on s'en méfie? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire confiance à notre intuition? Parce qu'elle donne souvent des informations sans aucune explication. Et parfois des informations assez originales, parfois aussi farfelues, parfois aussi raisonnables. Mais quand c'est farfelu, on peut s'interroger. On a vraiment été éduqué avec le cerveau gauche, réfléchir, analyser. Donc lorsque la proposition est un peu trop originale, on se demande si ça va pas. C'est déjà en entreprise, au niveau du management, et on n'a pas forcément beaucoup d'arguments pour expliquer pourquoi on a eu cette inspiration. Catherine Balance, comment apprendre à faire confiance justement à son instinct, à son intuition? Je dirais que c'est beaucoup d'observation. Beaucoup d'observation et de pratique finalement. Plus on va s'intéresser à la façon dont on reçoit des informations, et plus on va les noter. Moi, je propose de faire un journal des intuitions. Et plus on va s'habituer à la façon dont l'information arrive, parce qu'elle arrive d'une autre manière que lorsque c'est l'explication rationnelle. C'est une autre façon. Quand on s'habitue vraiment à observer, à regarder comment ça se passe, on finit petit à petit par se dire, oui, ça arrive par tel endroit dans ma tête, ou bien je ressens telle chose quand tel type d'information arrive. Et c'est vraiment de la pratique et de l'écoute de soi, de l'intériorité. Et voilà, et ça peut aller très vite, hein. Ça peut prendre 3 semaines, 1 mois, si on prend un petit carnet et qu'on note ce qui se passe quand on reçoit une information que l'on suppose intuitive et qu'on fait un petit bilan après 3 semaines, 1 mois, on se rend compte que souvent l'information qu'on avait reçue était de l'intuition. Alors on va voir tout au long de cette demi-heure les choses qu'on peut changer justement pour avoir accès à son intuition. Finalement, Lydia, est-ce que c'est utile dans la vie courante? On peut vraiment utiliser son intuition? On va juger sur pièce. Je vous propose le témoignage de Laurent qui a développé une technique de l'intuition lors d'un cours sur ce sujet. Alors j'avais l'impression d'être quelqu'un d'intuitif. Ce que j'étais étonné dans ce cours, c'est qu'on pouvait développer son intuition. En somme, on pouvait techniquement travailler son intuition. C'était ça qui me semblait surprenant de premier abord. Et effectivement, il y a une vraie technique qui nous permet de nous mettre dans un état, de générer des images intuitives et d'à partir de là, de les interpréter et d'essayer de trouver à l'intérieur les messages qu'on a. Je sais pas, la question, je me sens me rappeler qu'une des questions, c'était vers quel type de métier il était bien que je me dirige. Et donc à partir de là, on a généré une image, et cette image est venue renforcer une des propositions qui étaient présentes. Et d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui je suis le patron d'une société, et à l'époque je me voyais absolument pas être le patron d'une société, et j'imaginais pas que j'allais faire ça, et c'était pas surtout comme ça que j'allais me positionner. Non, c'était l'image, en tout cas c'est intéressant de voir qu'effectivement elle prédisposait à ça. Mon intuition déjà le prédisposait. Je fais juste attention, de nouveau, c'est pas la panacée, et c'est pas la solution universelle, et c'est pas ça qui va répondre à toutes vos questions. Voilà, après faut remettre ça dans un contexte. C'est un des éléments qui font que j'ai pu répondre à ça de manière personnelle pour venir créer ma société. Donc en somme, je peux appliquer cette méthode, cette technique, je vais quand même appeler technique, à différents niveaux de ma vie, et à partir de là, dans
dégager les réponses ou les tendances et puis travailler dessus, quoi. Moi, on l'a même pratiqué au niveau du conseil d'administration. Ils se sont prêtés au jeu, qui savaient pas ce que c'était que donc on a fait une mise en condition, on a généré plusieurs images intuitives et tout le monde a été complètement subjugué du résultat, de ce que ça donne et surtout du partage sur une même question auprès d'individus différents de résultats, mais qui a vraiment donné un sens nouveau et je crois en plus, qui a tissé des liens différents entre les personnes. Donc ça, pour moi, c'est que positif aujourd'hui, en tout cas, quoi. Donc une question posée, une réponse trouvée. Catherine Balance, comment est-ce que l'intuition peut-elle répondre à nos questions ? C'est une bonne question. Comment l'intuition peut répondre à nos questions ? Elle y répond comme le fait notre cerveau gauche, comme le fait la logique. Enfin, pas de la même façon, mais elle est à part entière un fonctionnement qui permet de répondre à des questions. Elle va y répondre d'une manière totalement différente. Elle va y répondre d'une manière spontanée, rapide. Et elle va donner une impression globale, plus qu'une information avec beaucoup de détails. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on peut dire que l'intuition pourrait répondre à tout type de questions ? Je sais pas, là on parle du monde du travail, avec création d'entreprise, on l'a entendu pour Laurent, mais est-ce qu'on pourrait poser des questions qui concernent l'amour, la santé, l'argent ? Oui, je pense qu'on peut poser des questions absolument dans tous les domaines de notre vie. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec mes stagiaires en atelier. Simplement, moi, ce que je recommande, c'est que ce soit une question, comme on dit en PNL, qui soit sous notre contrôle. C'est-à-dire une question qui dépend essentiellement de soi. Pas poser une question pour savoir si l'autre nous aime, par exemple. Pas ce genre de question. Bien qu'on puisse avoir des informations aussi, bien entendu. Puisque tout est une question de réceptivité, d'être à l'écoute. Donc on entend bien sûr ce qui se passe, si je puis dire, dans la tête des autres. On a des informations, on reçoit des informations de l'autre. Mais je préfère qu'on les utilise pour mieux communiquer que essayer de deviner vraiment ce que pense l'autre à notre sujet. Donc je recommande vivement que les questions, on les pose par rapport à soi toujours. Mais bien sûr, ça répond à toutes les questions. Il se passe on reçoit des ressentis, on reçoit des images à chaque fois qu'on se pose une question. Lydia, est-ce que tout le monde peut apprendre à utiliser son intuition ? Évidemment, c'est ce que j'ai voulu savoir. Je voulais me placer aussi. David Hertz, donc, est coach d'entreprise. Il donne des cours de développement et d'utilisation de l'intuition dans le cadre de WAKAN, Spirit in the Business and Life, l'esprit dans les affaires et dans la vie. Et je voulais savoir ce qu'on peut apprendre dans ces cours. L'intuition, c'est en fait une capacité qu'on a tous d'évaluer les personnes et les situations sans avoir besoin de raisonner. En fait, c'est un savoir intérieur qu'on a et auquel on est capable d'accéder facilement. En fait, je pense qu'on utilise déjà son intuition et je pense que toutes les personnes utilisent consciemment ou pas leur intuition. La grande différence, c'est que la plupart des gens se rendent compte après coup que leur intuition leur avait donné des messages avec des phrases du type « Ah, mon intuition me l'avait bien dit ». L'idée de faire un cours, c'est de se permettre d'activer consciemment son intuition sur demande. C'est ça qu'on fait et qu'on apprend à faire. Utiliser son intuition sur commande, ça fait rêver. Mais comment fait-on alors ? Par étapes. La première étape, c'est de savoir quelle est la question qu'on se pose, qui nous concerne ou qui concerne, l'entreprise dans laquelle je travaille, qui concerne une décision que je dois prendre prochainement, qui concerne une relation, une communication que j'ai avec une ou plusieurs personnes, enfin quelque chose pour lequel c'est intéressant d'avoir une réponse. Et le premier travail à faire avant d'aller plus loin, c'est d'identifier est-ce que la question qu'on se pose est une question simple, univoque, non ambiguë, claire surtout, et précise. Donc la première étape est claire, formuler la question qui nous intéresse. Clairement. Ensuite, on se détend et on se relaxe. Donc une fois qu'on s'est posé la question la plus pertinente, l'élément probablement le plus important, c'est d'entrer dans un état de détente, de relaxation. On peut appeler ça par différents mots. En fait, ce qu'on va faire concrètement, c'est se mettre en état alpha. Donc en fait, la relaxation va nous apporter un bien-être déjà, mais surtout, elle va nous donner l'accès à un champ d'information beaucoup plus vaste.
Les ondes alpha qu'on utilise beaucoup dans le yoga, dans toutes les pratiques de la méditation, de la réflexologie aussi. Catherine Balland, c'est pas forcément évident de se mettre dans un état de relaxation, de détente, alors qu'on est dans un processus où on essaye quand même de prendre des décisions et on est sous tension. Alors c'est vrai qu'au début, moi pendant pas mal d'années, je mettais mes stagiaires en situation immédiate, sans relaxation. D'ailleurs moi-même je ne pratiquais pas la relaxation, donc c'est aussi une raison pour laquelle je ne la faisais pas pratiquer. En leur disant, dans la journée, quand votre patron arrive avec un dossier et vous dit je voudrais que tu fasses ça, on n'a pas forcément le temps d'aller prendre 5 minutes pour se relaxer, et donc je trouvais déjà intéressant qu'ils puissent capter des informations absolument dans l'action. Depuis, en cours de route, j'ai commencé à méditer, à me relaxer moi-même et à pratiquer même l'hypnose ericksonienne. Donc, ma vision a changé par rapport à ça. Et c'est vrai que lorsqu'on a le temps, et ce que je recommande beaucoup, c'est d'en faire une pratique. Ne serait-ce même que simplement la respiration. Faire 15-20 minutes de respiration par jour, si on peut, nous ouvre déjà, si on peut le faire le matin, nous ouvre déjà à nos inspirations du matin, de la journée. Et ensuite, c'est une espèce de pratique, ce qui fait que au cours de la journée, si on a besoin de quelques instants, on peut s'arrêter, respirer, ou même pendant une réunion, on peut se respirer silencieusement, tranquillement, intérieurement, et ça ne se voit pas, et prendre sa décision à ce moment-là, ou entendre des éléments de décision ou de proposition à faire en réunion. Donc bien sûr, je suis complètement d'accord avec le fait que la relaxation aide, mais l'intuition vient même s'il n'y a pas de relaxation. Simplement, ça va être plus facile si on a une pratique. Et si on a une pratique quotidienne, comme je vous disais, après, il suffira de quelques instants pour vous retrouver rapidement dans cet état d'ouverture. Parce qu'en fait, ça crée une ouverture. Et aussi, au niveau du cerveau, on a moins de pensées parasites, je dirais. On a moins de pensées de justification, d'explication ou de critique. Utiliser donc la respiration au maximum pour pouvoir susciter l'intuition, la faire venir. Lydia, comment est-ce que l'intuition va ensuite nous parler ? Ensuite, il y aura des images, et ensuite l'interprétation personnelle de ces images nous permettra de dégager une réponse. Alors une fois qu'on est dans cet état de relaxation et qu'on a posé sa question, en fait, notre esprit intuitif va nous envoyer des informations sous forme d'images, sous forme de métaphores, sous forme de ressentis. Si par exemple je pose la question de qu'est-ce qu'il va se passer professionnellement pour moi ces prochains mois, et que l'image qui me vient est un joli citron jaune qui est coupé en deux et qui est pressé sur le support adéquat, quelle est la sensation qu'on va avoir ? Je peux soit me sentir, si je suis le citron, être pressé et c'est très très désagréable, ou au contraire me dire tiens, je suis utile, ça m'apporte quelque chose, en tout cas au repas qu'on va servir. Donc tout dépend, le sujet qui reçoit cette image, lui va savoir ce que cette information lui communique. Alors, j'avoue être un peu dubitative et ne pas vraiment comprendre comment est-ce que cette métaphore du citron peut aider au fond à prendre une décision. Parce que vous vous sentez déjà comme un citron pressé. Non, l'idée c'est que lorsqu'on formule une question, les réponses existent déjà quelque part dans notre subconscient qui va parler par image, et ensuite c'est clair que notre ressenti va nous aider à comprendre quelle est la bonne réponse de nouveau pour nous. Oui, mais là il y a quand même le risque de poser une mauvaise interprétation. Oui, on peut se tromper, surtout lorsque l'on est débutant dans l'utilisation de l'intuition. Alors on peut se tromper, et il m'arrive bien évidemment encore aujourd'hui de me tromper, et les deux parasitages majeurs à l'intuition sont premièrement le mental cognitif qui lui veut comprendre à tout prix pour nous maintenir en sécurité, et le deuxième parasitage, ce sont bien évidemment toutes nos émotions, nos peurs qui veulent nous orienter pour nous rassurer. En fait, ces deux parasitages, ils sont des parasitages à l'intuition parce que l'intuition, elle est neutre. Elle est neutre, elle ne tient pas ni compte du rationnel ou de l'aspect émotionnel. Et d'ailleurs, une des fonctions majeures de l'intuition, en tout cas c'est une des raisons pour laquelle j'utilise le plus, c'est notamment pour avoir des réponses là où les autres systèmes ne fonctionnent pas ou ne m'ont pas donné de réponse. Alors, on l'entend dans les propos de David Hertz, le mental, la peur. Catherine Balland, est-ce qu'il y a d'autres obstacles au bon fonctionnement de l'intuition ? Il a cité les principaux, le mental, avec tout ce qui... Le mental
plutôt le mental autocritique en nous, hein, le petit saboteur intérieur, le juge intérieur, qui va dire « Oh non, ne fais pas ça, si tu fais ça, il va t'arriver telle chose », ou bien « Quelle idée, c'est complètement ridicule d'avoir une idée aussi fantasque, etc. » C'est notre propre jugement qui est un grand obstacle. Et puis lorsqu'il parlait des peurs, les peurs, mais aussi les désirs, la volonté trop puissante, hein, des émotions trop marquées, qui vont pas nous empêcher d'entendre le message intuitif, mais faire qu'on n'en tiendra pas compte. Et de toute façon, si une peur est trop importante, moi je recommande souvent de s'occuper d'abord de sa peur, d'aller voir comment on peut la désamorcer, la comprendre, ce qu'elle vient faire résonner dans notre vie, avant de prendre une décision, même si la décision a l'air intuitive. Je recommande pas de forcer, de passer à travers une peur de forcer. Je recommande pas ça du tout. Et il en est de même pour un désir très puissant. Si on a le désir très puissant de quelque chose, on va être persuadé que tous les signes, toutes les informations qu'on reçoit nous accompagnent vers une décision qui n'est rien d'autre qu'un désir très profond. Encore une fois, est-ce qu'un désir très profond, c'est dommage de le suivre? Pas forcément. Ça nous fait une expérience de vie. Mais si on a entendu une voix nous dire peut-être pas maintenant, ou ce n'est pas nécessaire, ou il faut aussi en ce n'est pas la bonne personne, on s'en souvient en général après coup, effectivement. Est-ce qu'on peut dire que... C'est important d'en tenir compte, oui. Mais est-ce qu'on peut dire que cette intuition est quand même un instrument de décision? À quel pourcentage? Est-ce qu'on va utiliser que notre intuition fiable, ou il faut aussi s'aider d'autres capacités que l'on a? Je pense qu'on a vraiment, on est bien fait. On a un cerveau magnifique, très complet. Non, c'est vrai. Et c'est important qu'il y ait un équilibre entre les deux hémisphères. Le droit est plus dédié à l'intuition, le gauche plus au rationnel. Donc moi, j'invite bien sûr à rétablir un équilibre, parce qu'on a été éduqué surtout avec le cerveau gauche. Maintenant, moi, j'aurais envie de vous dire, parce que ça fait 12 ans que je travaille sur ce sujet, que je pratique, que j'ai des tas d'expériences avec mes stagiaires, j'aurais envie de vous dire que l'intuition, lorsqu'on sait la reconnaître, lorsqu'on ne fait pas une erreur d'interprétation, on vous donne toujours des réponses justes qui vous font aller beaucoup plus vite et qui sont souvent beaucoup plus créatives. Alors c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai plus tendance à me fier à mon intuition. Maintenant rien n'empêche. Vous faites abstraction de ce que vous dit votre cerveau gauche, le côté analytique et tout, ou bien il faut conjuguer les deux? Non, je conjugue les deux, mais disons qu'aujourd'hui, j'ai plus l'habitude, si vous voulez, après 12 ans, de savoir que c'est de l'intuition et que je peux y aller un peu les yeux fermés. De toute façon, ce que je voulais dire, c'est que même si on a cette information, c'est très puissant souvent, une information qui veut nous amener quelque part, vraiment même dans le corps, on ressent quelque chose qui s'ouvre, qui est très grand. Ça n'empêche pas, si on n'est pas certain, si la décision à prendre est un peu trop troublante, évidemment, de laisser poser tout ça et d'aller chercher les plus, les moins de cette décision, de faire travailler le cerveau gauche, bien sûr, pour qu'il accompagne cette décision. En faisant attention à ce que ça va réveiller. Si ça réveille des peurs, il va bien sûr rendre plus confus la prise de décision, plus confuse. Donc c'est un très subtil mélange, équilibre, quelque chose d'harmonieux à maintenir entre les deux hémisphères. Mais avec l'habitude, encore une fois, on commence à savoir vraiment quand c'est de l'intuition. Et ma croyance à moi, c'est que l'intuition nous donne toujours des informations justes. C'est notre interprétation qui fait que parfois on prend pour de l'intuition ce qui n'en est pas. Catherine Valence, vous venez de parler de votre croyance à vous. On aimerait savoir, Lydia, comment se présente l'intuition sous la loupe des scientifiques? Eux, qu'en pensent-ils? J'ai rencontré Jean-François Desmonnets qui travaille au centre de mémoire au CHUV pour savoir si pour lui, comme scientifique, l'intuition existait vraiment. C'est une forme de pensée qui nous projette en quelque sorte dans l'avenir, qui réalise la possibilité que nous avons de faire des prédictions en quelque sorte. Je pense que tout le psychisme d'un individu, voire même de plusieurs individus en fait, se mobilise dans ces occasions-là. Et il n'y a pas seulement en effet ce qu'on désigne généralement sous forme de la pensée rationnelle qui passe par le langage avec des phrases bien construites et une suite logique, mais il peut y avoir aussi en effet des émotions, ce qui vient du corps, ce que l'on est capable de visualiser mentalement, où tout ça fait éventuellement un sens, un tout cohérent, ou pas d'ailleurs, à un moment donné dans notre esprit, qui est très multiforme. Il ne faut pas se restreindre dans la façon que nous avons de concevoir notre pensée. Alors ouvrons notre esprit, mais comment concrètement est-ce que l'intuition fonctionne lorsqu'on prend une décision? Eh bien pour Jean-François Desmonnets, tout le monde se met au boulot. Le langage, l'imagination, l'intuition, tout le monde sur le pont. En général, ce qui se passe d'ailleurs quand on est placé devant un choix un peu difficile, c'est que
on a souvent un feeling. On se dit, en fait, je pense que le mieux c'est A. Mais on va essayer de raisonner, ce qui nous donne du temps un petit peu, et ce qui nous permet de mettre à l'épreuve du langage et du raisonnement ce feeling. Et puis, il peut arriver que finalement ce soit la solution B qui soit choisie. Mais en général, le premier mouvement, il est plutôt de type intuitif, de type spontané. Eh bien, on peut se demander si c'est le cerveau gauche ou le droite qui donne la réponse. Vous savez, il y a très longtemps qu'on a bien compris que ça se passait pas comme ça en termes d'opposition binaire, gauche-droit, etc. C'est vrai que majoritairement, c'est plutôt l'hémisphère gauche qui s'occupe d'opérations linguistiques. Mais en fait, c'est toujours tout le cerveau qui est impliqué par le psychisme, que ce soit des opérations de langage de haut niveau ou des opérations de communication non verbale. Et donc je crois que l'intuition, elle passe aussi, sans doute par les mots, mais d'une manière qui est peut-être plus sous-jacente par rapport au sens premier que peuvent avoir les mots et les phrases. Les propos de Jean-François Demonnet. Catherine Balance, vous qui travaillez sur l'intuition depuis une bonne dizaine d'années, est-ce que la perception des scientifiques sur cette intuition a changé durant cette période ? Est-ce qu'il y a une acceptation, une prise en compte aussi de la part de notre cerveau droite ? Alors, moi, je peux pas trop parler au nom des scientifiques. J'ai l'impression, oui, que c'est plus un sujet de recherche et d'étude aujourd'hui encore plus. C'est plus reconnu. On va plus clairement dire que ça peut venir de l'intuition. Et puis, elle est reconnue déjà de plus que depuis une dizaine d'années. Elle a été reconnue justement dans la spécification des hémisphères, qui est toujours intéressante à regarder. Hein. Et surtout, il y a eu des expériences, en particulier de télépathie, qui, je crois, ont pratiquement un siècle aujourd'hui. Donc, ça fait longtemps que les scientifiques s'intéressent au sujet, enfin, certains scientifiques. Et je vois pas ce que je vois comme différence aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours des scientifiques éclairés qui s'intéressent au sujet, et il y a beaucoup d'hypothèses qui sont proposées depuis quelques années, effectivement. Mais je pense que c'est plus dans l'air du temps. Je veux dire, les gens en parlent plus. Et les hommes aussi, parce qu'on a l'impression que c'est très féminin quand même. On fait appel à toute la sensibilité. Mais là, les témoignages que Lydia Gabor a trouvés, ce sont des hommes. Donc les hommes s'ouvrent aussi. Donc là, c'est une évolution quand même dans l'acceptation. Les hommes étaient ouverts à l'intuition. Je crois qu'ils ne l'exprimaient pas de la même manière que les femmes. C'est mon observation à moi en tout cas. Les femmes avaient plus tendance à dire « je sens » et il me semble, les hommes avaient plus tendance à dire « je sais ». Je parle de ça là vraiment il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé mes ateliers. Et quand un homme disait « je sais », il donnait une information qui avait l'air vraiment complètement intuitive. Il disait ça en 3 secondes, je suis sûre de ça. Et une femme disait plutôt « je sens ». Aujourd'hui, les hommes vont plus facilement dire le mot intuition, tout simplement. Et comme elle a été localisée par des chercheurs, justement, par des scientifiques. Elle a été localisée plutôt dans le cerveau droit, dans le cortex droit, pour la plupart. Eh bien, nous en avons tous, normalement. Hommes et femmes, nous avons tous un cortex droit. Donc, pour moi, je n'ai jamais fait de séparation d'un homme ou d'une femme. C'était juste une façon d'en parler, de l'exprimer qui était différente légèrement à une époque, moins aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine Balance. Je rappelle le titre de votre livre, La voix de l'intuition, l'entendre, la reconnaître et la suivre. C'est un livre que vous signez aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup, Lydia Gabor.